Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir virtuellement au sein de l'étape. Donc nous avons pensé un format sous forme d'aparté, qui est un format un peu autre qu'un webinaire classique. L'aparté, c'est une conversation avec un expert et nous voulons vraiment miser aujourd'hui sur la qualité d'un échange libre, sincère et un peu intimiste. Voilà, donc pour vous présenter l'étape, donc c'est le premier espace de coworking gratuit qui est dédié aux agents publics franciliens, quelle que soit la fonction publique. Et il est situé en plein cœur de Paris, dans le 9e arrondissement. Donc aujourd'hui, il y a une vraie nécessité d'insuffler des modes de travail plus nomades, plus collaboratifs, mais aussi plus créatifs. Et c'est ce qui a incité la Fabrique RH. Donc la Fabrique RH, c'est le laboratoire d'innovation publique de la préfecture de la région Île-de-France, à mettre cette expérimentation de l'espace de travail du futur au cœur de sa saison 3. Donc pour ce faire, nous avons imaginé cet espace de l'étape et ses aspects clés avec un panel d'une trentaine de futurs utilisateurs qui étaient issus d'une quinzaine d'administrations. Nous avons pensé sur cette saison les valeurs de l'étape, son identité, son aménagement, l'agencement à l'intérieur que vous découvrirez bientôt, toute la programmation autour de l'étape. Donc l'étape, elle accueillera les agents publics franciliens sous forme de 3 catégories. D'une part, les télétravailleurs qui ne souhaitent pas travailler uniquement chez eux et qui veulent vraiment retrouver un collectif de travail original et stimulant. Nous visons aussi les travailleurs nomades qui veulent s'économiser des temps de transport à rallonge, avant, après ou même entre deux réunions et qui puissent se poser à l'étape. Et enfin, des membres d'une équipe projet qui ont besoin d'un tiers-lieu neutre et créatif pour avancer sur leur projet. Donc l'étape, au-delà d'un lieu physique, c'est aussi un tiers-lieu qui a une ambition forte, donc celle d'initier et de faciliter des nouveaux modes de travail, dans un contexte aussi qui exige beaucoup plus de prise d'initiative, de collaboration, d'agilité. Donc c'est pour ça aussi qu'au sein de l'étape, nous allons vous proposer une programmation variée autour d'ateliers thématiques, de formations, de retours d'expérience et tout simplement d'échanges via les apartés aussi. Donc si on a hâte de vous accueillir à l'étape, le contexte sanitaire actuel a malheureusement reporté son ouverture, mais qu'à cela ne tienne, on va vous proposer de découvrir une programmation, un aperçu à travers ces apartés. Donc, tous les vendredis à 11h, l'étape vous proposera son aparté et donc une conversation avec un expert sur une thématique. Donc, Marine aujourd'hui sera notre animatrice du premier aparté et je vais lui laisser la parole et je vous souhaite donc un bon aparté et de bons échanges. Merci Lucie et bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Marine Beck. Je travaille avec Lucie au sein de son équipe à la préfecture de la région Île-de-France et j'anime notre laboratoire d'innovation publique qui s'appelle la Fabrique RH, qui accompagne en fait tous les agents publics franciliens, quelle que soit leur administration, leur mission, leur grade et même le versant de la fonction publique auquel ils appartiennent dans leur projet innovant sur les ressources humaines. Et en tant que lab, finalement, on est des observateurs et même des acteurs, on peut dire, assez privilégiés de plusieurs mouvements de fond qui traversent la fonction publique et notamment celui de l'approche usagée qui a été beaucoup poussé par le design, qui vise à privilégier la co-construction de nouveaux services, de revoir des services existants en associant davantage les usagers et aussi tout simplement de co-construire de nouvelles politiques publiques. Et nous, en tant que Fabrique RH, parce qu'on est au contact de ces agents publics au quotidien et qu'on incube leurs projets, ça nous pose souvent la question de se dire que finalement, est-ce que pour prendre soin des usagers, est-ce qu'il ne faut pas d'abord prendre soin de nos agents publics ? Et c'est pour ça qu'on a voulu s'intéresser sur ce tout premier aparté à la question de la symétrie des attentions qui nous tient vraiment beaucoup à cœur, pour savoir en fait que recouvrait exactement ce concept.
quelles pouvaient être ces implications pour les ressources humaines, mais aussi simplement pour nos pratiques managériales. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir Marie-Paul Le Gall pour nous parler de cette thématique qui, je crois, lui tient aussi beaucoup à cœur. Marie-Paul, elle est co-directrice d'Inspiration Management, qui accompagne en fait les organisations et les managers dans la mise en place de programmes de transformation managériale stimulants. Et c'est l'occasion pour moi de lui laisser la parole pour qu'on entame un premier temps où on pose les enjeux, les concepts et surtout, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, soit dans le chat, soit en levant la main. Et on pourra comme ça privilégier un échange interactif. Bon, et ben merci de cette introduction. Bienvenue encore une fois à vous tous. Moi, je suis donc Marie-Paul Le Gall, mais avant de démarrer, dans ces périodes un petit peu particulières, j'espère que vous allez tous bien, que vos proches aussi vont bien, parce qu'on est quand même dans une période hallucinante. Qui aurait dit il y a encore un an qu'on allait vivre de tels événements? Et c'est pour ça que je pense que le sujet de la symétrie des attentions a encore plus de sens, parce qu'on est dans une période où il faut prendre soin les uns des autres, parce que voilà, l'actualité nous l'a bien rappelé. Donc voilà, j'avais envie de vous demander comment vous alliez tous. Alors, qui nous sommes? Donc, je vais illustrer en fait peut-être la conception, enfin la création d'Inspiration Management. Ça date d'il y a 8 ans. Et en fait, ce qui nous parle beaucoup, ce qui me tient à cœur, c'est l'alignement entre tête, cœur, corps. C'est pas nouveau, c'est pas de nous forcément, hein, mais c'est de se dire finalement un collaborateur, un manager, une personne se sent bien, était bien intégrée quand elle a déjà compris, c'est la tête, ce qu'on attend d'elle, le cœur quand elle est motivée et qu'elle est engagée et qu'elle a envie d'y aller, et le corps quand elle sait comment s'y prendre et quand elle peut être rassurée, par exemple, sur le fait d'avoir des gestes barrières pour venir à un endroit, enfin, le corps. Donc, c'est l'alignement tête-cœur-corps qui fait que vraiment on est bien et qu'on peut libérer tous ses potentiels. Voilà, je n'en dirai pas plus. Vous pouvez aller sur notre site Inspiration Management, vous regarderez un petit peu ce que l'on fait. Comment ça va se dérouler cette aparté de l'étape? Comme on vous l'a dit, moi j'ai envie que ce soit de l'échange, donc j'ai laissé apparent aussi le chat, donc poser des questions, j'essaierai au fur et à mesure d'y répondre, demandez-moi des précisions, enfin vraiment, je veux vraiment de l'échange, d'accord? C'est pour ça aussi qu'on a choisi un format avec un nombre de personnes réduit pour favoriser ça. Les objectifs, comprendre les enjeux, le concept de la symétrie des attentions. Je ne sais pas si vous le connaissez, certains d'entre vous sûrement. Je vais revenir rapidement dessus. Et l'idée, c'est que vous puissiez repartir quand même avec quelques idées concrètes et utiles et que ce ne soit pas que théorique. Sinon, on peut s'acheter un livre et puis la chose est entendue. Vous récupérez à la fin de ce webinaire, de cette classe virtuelle, vous récupérez le support avec mes slides. Donc, vous pourrez aussi y faire référence. Et je vous le dis aussi tout de suite, pour en savoir plus, j'ai écrit un livre blanc qui s'appelle 12 idées pour être Customer Spirit. C'est orienté client au sens très large du terme, parce que comme je le dis, un service RH, ses clients, c'est toutes les personnes qui sont les collaborateurs, les managers, c'est au sens très large du terme. Donc, vous aurez aussi ce lien pour aller télécharger gratuitement ce livre blanc et en savoir plus. Et je vous donnerai quelques références de livres. Donc, soyez vraiment à 150% ici et maintenant. Prenez pas forcément de notes, vous récupérez tout le support. Alors, pour planter le décor, je vais vous demander tout de suite, via le chat, de penser à un moment où vous avez été client vous-même et où vous avez été vraiment satisfait. Mais vraiment, on parle d'excellence client. Au-delà du produit. Le produit, c'est sûr que s'il n'est pas correct, ça ne va pas fonctionner. Vous n'allez pas avoir d'effet, on appelle ça l'effet waouh. Ce que je vous demande très rapidement via le chat, c'est que vous décriviez cette expérience en 3 mots-clés. Qu'est-ce qui a fait que vraiment vous avez été bluffé et vous êtes dit waouh, là vraiment, ils ont été dans l'excellence client. Est-ce que vous pouvez, à vos claviers, taper quelques mots-clés que je vois ce qui ressort? Voilà. Ah bah Marie-Christine nous quitte déjà. Ah bah. Bon, alors allez-y, dites-moi 3 mots-clés qui font que vous avez une expérience en tant que client
qui vraiment vous a bluffé? Allez-y. Attention à la demande, efficacité, attention, surprise. Ah, Marie-Christine, ça va, je suis soulagée parce que je me suis dit, ça y est, déjà. Personnalisation, ouais, attention personnalisée, conseil, accompagnement, disponibilité, écoute, empathie. Ouais, ouais, ouais. Bon, continuez, je vais me permettre d'avancer, mais je continue à regarder ce que vous dites. Vous êtes tout à fait dans ce concept, justement. Le principe de la symétrie des attentions, c'est né de quoi? On s'est rendu compte que 75% des clients qui ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas satisfaits pas à cause du produit, mais à cause de la relation parce qu'il n'y a pas eu l'accompagnement, parce qu'il n'y a pas eu l'écoute, etc. C'est une problématique en fait interpersonnelle et humaine. Et de ce principe-là, on est parti de l'idée que je ne vois pas comment on peut demander à un collaborateur, à un agent d'être vraiment dans la relation avec l'usager si lui-même ne se sent pas bien. Moi, il y a très longtemps, j'avais un manager qui disait sans arrêt qu'il fallait être aimable avec les clients, etc. Et lui, quand il arrivait dans le bureau, il disait bonjour à personne, il s'enfermait et il faisait une tête de 6 pieds de long. Il y avait un problème de congruence, vous voyez. Il n'incarnait pas ce qu'il nous demandait de faire. Donc, c'est venu de ça. C'est comment satisfaire une personne qui est de plus en plus aussi difficile à satisfaire, c'est le cas de le dire. Et donc, on s'est rendu compte que ça avait évidemment un lien. Enfin, sincèrement, ça a été déposé. Vous voyez le petit copyright, c'est de l'académie Accor qui a beaucoup travaillé là-dessus. La SNCF aussi a beaucoup travaillé sur ce concept. C'est d'avoir une posture différente pour que les usagers, les clients soient vraiment contents et satisfaits de la relation. Donc, la symétrie des attentions, c'est avant tout un principe managérial parce que c'est évidemment le manager qui, en relation avec l'agent, le collaborateur, va pouvoir incarner ça. Et le principe clé, c'est prendre soin des équipes pour qu'à leur tour, elles puissent prendre soin des usagers. Vous voyez, c'est une logique un peu de domino. Enfin, franchement, c'est du bon sens près de chez vous. Comment voulez-vous qu'un collaborateur qui est maltraité, entre guillemets, soit au top dans la relation avec l'usager qui vient le voir et qui lui-même n'est pas forcément bien? Bon, pourquoi l'idée est intéressante? Parce que c'est vraiment lié à la notion de bien-être au travail et d'excellence relationnelle. Un agent satisfait, c'est donc un usager satisfait. Donc, n'hésitez pas au niveau du chat à me mettre vos commentaires, à me poser des questions. Là, je souhaite vous présenter en fait un concept qui est utilisé dans la symétrie des attentions. On parle du concept de dette et du concept de don. La dette, c'est quoi? C'est un élément de la promesse faite à l'usager qui est contractuel entre guillemets. C'est-à-dire, je sais pas, ou même je vais au restaurant, on me sert dans un délai correct, la nourriture est correcte, la facture, la note est correcte. Pour moi, c'est du domaine de la dette. On me dit bonjour, on m'accueille, c'est la dette. Le don, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure dans votre retour avec vos mots, c'est au-delà de la promesse et des éléments non contractuels, c'est en fait d'être capable de faire ressentir une émotion positive. Voilà. Donc, le don, c'est l'interaction humaine. C'est ça qui fait la nuance. Et je trouve qu'en tant qu'usager, il est vraiment important de ne pas avoir le sentiment d'être traité comme un numéro, comme un dossier. C'est d'y mettre de l'humain. Eh bien, c'est la même chose. Moi, en tant qu'agent, j'ai envie aussi d'être traité comme une personne humaine, digne de confiance et qu'on me valorise aussi au quotidien. Et on va voir comment on peut le faire. Donc, vous voyez, dans les deux aspects de la relation avec l'usager, il y a ce qu'on appelle le rationnel transactionnel. Là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est plus du concept de la dette. Et l'émotionnel et le relationnel, qui est plus du concept du don. Ça va pour vous? Je suis claire? C'est OK? Dites-moi, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus de précision. Je vais vous demander encore d'aller à vos claviers. Entre les deux aspects, vous voyez, irrationnel, la dette et l'émotionnel, le don. Entre les deux aspects, j'ai une question à vous poser. Quel est le pourcentage de l'émotionnel en la perception de l'excellence aux yeux de l'usager? Ce sont des chiffres que j'ai récupérés pas forcément au niveau des administrations, mais qui est un chiffre général qui est utilisé au niveau des clients, globalement. Alors, combien de pourcentage entre les deux aspects, le pourcentage de l'émotionnel? Ouais, vous êtes top, vous êtes top, vous êtes top.
C'est exactement ça. Vous vous rendez compte, c'est vraiment, c'est 70 à 80%. J'ai pas pu résister à l'envie de vous mettre un petit cœur. C'est la relation humaine. Le dossier, il n'est pas correctement rempli, il y a une problématique. Qu'est-ce qui fait que je vais quand même être satisfait? C'est la relation interpersonnelle que j'ai avec l'agent qui est face à moi. Et c'est chacun au plus proche de la tâche et de l'interaction avec l'usager qui incarne ça. Vous voyez? Donc, c'est tellement important d'être dans cette dimension humaine, d'autant plus que là, on a tous vécu à distance, enfin, même à distance, cette dimension émotionnelle, je trouve qu'elle peut complètement s'incarner. Donc, à travers la symétrie des attentions, si je résume cette introduction, c'est associer des agents engagés à des managers responsables. Voilà. Donc, comment on peut, quand on est RH, quand on est manager, voire même quand on est agent, susciter ça, peut-être aussi en étant collaborateur, on peut tout à fait demander des retours à son manager. Pour moi, c'est un peu dans les deux sens. Moi, je dis souvent, si tu n'as pas suffisamment de signes de reconnaissance quand tu es collaborateur, qu'est-ce que tu peux faire pour aller en demander de façon correcte et assertive, quoi. Voilà. Alors, la satisfaction en symétrie, c'est bien sûr l'administration veut atteindre des objectifs, c'est normal. Des agents veulent de la reconnaissance, un management de qualité, une rémunération juste, un respect de ses collègues, etc. Et des usagers, ils ont des besoins, des attentes à satisfaire et ils veulent cette relation exceptionnelle avec la préfecture, avec les administrations que vous incarnez. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en symétrie. Et quelque part dans ce triangle, s'il y a un seul endroit où ça ne va pas, ça ne peut pas fonctionner sur la durée. Donc, c'est quand même un modèle quelque part gagnant-gagnant pour que ça fonctionne. Alors, je vais développer maintenant, on va dire que c'était une petite introduction pour dire les 6 conditions pour développer le concept de symétrie des attentions ou comment être orienté usager. J'ai 6 points, vous les retrouverez, je vais passer assez rapidement dessus. Comme je l'ai dit, c'est comment on peut favoriser l'engagement des agents. Eh bien, avant tout, faire confiance. Je travaille énormément dans des organisations, je travaille beaucoup pour le département des Yvelines aussi, sur comment je peux faire davantage confiance parce que finalement, celui qui sait le mieux, c'est celui qui est au plus proche de l'usager, comme je le disais. Donc, développer cette culture de la confiance, c'est faire confiance, inspirer nous-mêmes confiance quand, par exemple, on est manager ou quand on communique avec quelqu'un et communiquer en confiance. Donc, c'est aussi avoir un langage clair, simple, compréhensible de tous. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis intimement convaincue que la personne qui sait le mieux ce qu'il y a à faire, c'est la personne qui est au plus proche de l'usager, de l'interlocuteur, de l'autre. C'est lui qui sait. C'est pas le manager qui est dans son bureau et qui ne rencontre pas forcément l'usager, qui sait au mieux ce qu'il y a à faire. Donc, on est dans cette logique de faire confiance. Alors, pour moi, pour favoriser l'engagement des collaborateurs aussi, il faut les solliciter, il faut aller les chercher, il faut aller les gratter. Vous voyez, gratter, c'est avec bienveillance pour leur demander quelles sont toutes les idées. Moi, j'avais un manager qui avait énormément de croyances que l'assistante du service dans lequel j'étais, elle n'avait pas forcément d'idées. Et moi, je me suis aperçue que ce n'était pas du tout vrai, qu'elle avait plein d'idées parce qu'elle était à l'interface de plein de communications avec énormément de gens. Et du coup, elle pouvait nous apporter énormément dans le service. Donc, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire quand je suis manager, quand je suis au service RH, par exemple, c'est comment je peux me mettre au service de mes collaborateurs pour qu'à leur tour, ils le soient au niveau des usagers. Vous voyez le principe. Alors, ce que je vais vous demander à chacun des items que je vais balayer rapidement, c'est checker dans votre tête, répondez aussi dans le chat si vous voulez, au travers de ce premier principe qui est de favoriser l'engagement des agents. Est-ce que vous vous dites que dans votre organisation, dans votre administration, si vous deviez mettre une note de 1 à 10, comment c'est pratiqué cet engagement des agents? Bref, est-ce que vous-même vous vous sentez engagé? Est-ce que vous trouvez que c'est pratiqué? Est-ce que vous pouvez, via le chat, même si je continue à avancer, à mettre cette note pour qu'on ait une vision globale de 1 à 10? Est-ce que tout est mis en place pour favoriser l'engagement des agents de 1 à 10? 1, ce n'est pas du tout fait. 10, c'est le summum, vraiment tout est mis en place. C'est juste pour avoir une photographie. Merci. Je continue à avancer. Voilà, je vois des 3, des 10, des 4. Vous voyez, c'est différent et des fois, un manager peut changer, une organisation peut changer. Ça peut vraiment changer la donne. Alors, deuxième item,
continuez à mettre vos réponses. Hein, je demanderai ça à chaque item. Pour faire place à l'initiative, voilà comment on peut être dans la symétrie des attentions, faire place à l'initiative. Et très souvent, pour faire place à l'initiative, c'est aussi de se dire comment on peut travailler ensemble, collectivement, pour simplifier au maximum tout ce qui est récurrent. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a des comptes rendus qui sont faits, qui ne servent à rien ou qui sont trop lourds. Comment on peut simplifier tout ça? Parce que pour avoir de l'initiative, faut aussi avoir un peu de temps pour le faire. Donc, pensez à tout ce qui peut être simplifié. Moi, je travaille pas mal sur l'accompagnement des organisations à simplifier tous les process. Quels sont les process, les procédures utiles qui contribuent à la satisfaction et des agents et des usagers et quelles sont celles dont on peut peut-être se passer ou simplifier. On s'aperçoit aussi que pour qu'il y ait de l'initiative, il faut créer des communautés stimulantes. Qu'est-ce que l'on fait pour créer des communautés stimulantes? Pour moi, l'étape, ça peut être un endroit où on peut créer des communautés stimulantes, où il peut y avoir du coworking, des partages d'idées, des gens qui se retrouvent, parce que c'est aussi en discutant les uns avec les autres qu'on a plus d'aisance, de confiance en soi pour faire de l'initiative. Ça veut dire aussi qu'il faut permettre aux gens de sortir du cadre. Comment peut-on imaginer trouver des solutions au monde qui nous attend demain si on refait exactement la même chose qu'avant? Il va falloir créer de nouvelles donnes, donc permettre aussi des séances où on sort du cadre, où on expérimente des choses qu'on n'a jamais fait encore, puisque le monde dans lequel on est en train d'aller est un monde qu'on ne connaît pas forcément encore très bien. Donc, sortir du cadre est une qualité. Et pour sortir du cadre, ça veut dire qu'il faut donner le droit à l'erreur. Moi, quand j'étais manager, je disais parfois à mes collaborateurs qu'il fallait même je favorisais le droit à l'erreur. Trompez-vous plus. Trompez-vous plus, parce que si vous vous trompez plus, c'est qu'on aura expérimenté des choses. Donc vraiment, moi, je suis dans cette logique, ok, mais ça veut dire que quand tu es manager, que tu es RH, il faut que derrière, tu sois cohérent et si tu as autorisé le droit à l'erreur, tu ne vas pas leur tomber dessus dès qu'ils en ont commis une. Ok? Donc, pareil sur encourager l'initiative, si vous mettez d'une note de 1 à 10, qu'est-ce que vous mettez dans votre organisation? Voilà, ça m'intéresse d'avoir ça. Est-ce qu'on encourage vraiment les initiatives? Et rappelez-vous à la fin du webinaire, toutes vos notes, comme ça, il y aura peut-être des items sur lesquels vous pourrez aller creuser et améliorer la copie. Voilà, je vois du 2, du 8, vous voyez, c'est variable vraiment. Troisième item, être dans une démarche constante d'amélioration. J'en parlais tout à l'heure à Lucie et Marine quand on vous attendait dans la salle. Aujourd'hui, dire qu'on est dans la conduite du changement, c'est complètement dépassé. Il faut être dans une logique d'amélioration constante parce que ça bouge tout le temps, alors qu'on croit qu'une conduite du changement, il va y avoir un début et une fin. C'est plus ça le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que des personnes peuvent être plus ou moins à l'aise avec ça. Hein. Si vous n'aimez pas tous les changements, ça peut être difficile. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre en compte toutes les demandes ou les suggestions. Si vous passez à côté, ils vont dire c'est bon, ils me disent qu'il faut que je donne des idées, puis finalement, ils ne m'écoutent pas. Écouter ne veut pas dire suivre toutes les demandes. Hein. Mais en tous les cas, je fais un accusé de réception. Ça veut dire que je reconnais aussi toutes les réussites parce que ce qui marche le mieux pour envoyer du sucré aux agents, ça veut dire de donner, de reconnaître les réussites, de féliciter les petits pas, de savoir remercier et de se dire dans la logique de autoriser le droit à l'erreur, ça veut dire que on s'est planté là, c'est pas grave. Ça veut dire que derrière, on va avoir appris quelque chose et on va s'améliorer. Regardez là. On est en train d'essuyer les plâtres sur le premier aparté. Je suis sûre que le deuxième, le troisième et le quatrième va être encore meilleur parce qu'on apprendra de tout ce que j'aurais pu faire comme bêtises. Donc voilà, merci à vous par avance. Regardez les activités sous forme de projet. C'est-à-dire, je regarde toutes mes activités, je les vois en mode projet parce que ça veut dire que derrière, je peux les découper en séquences pour se dire, on ne va pas tout forcément remettre à plat, mais on va travailler sur certains sujets plus pointus et on va améliorer de façon itérative. Alors, je lis en même temps le chat. Oui, ça a un lien avec la route d'Eming, mais je ne peux pas creuser là maintenant parce que ça me prendrait un peu de temps, mais oui, vous avez raison. Le PDCA, je ne sais pas ce que c'est, donc voilà. J'ai mis, si on écoute les idées mais qu'on ne parvient pas à les mettre en place, on risque de créer de la frustration. Oui, mais il faut fixer des règles du jeu avec les collaborateurs. C'est de leur dire, j'écoute toutes vos suggestions, je suis vraiment
OK pour les analyser, mais ça ne veut pas dire que 100% des joueurs au loto vont gagner, quoi. On ne peut pas non plus dire c'est un blanc-seing et maintenant on met en place tout ce que vous souhaitez. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut être clair sur les règles du jeu parce que sinon, Eugénie, là, vous avez raison, ça va créer de la frustration chez les gens en disant « Ah bah ouais, on nous dit donnez-nous des idées, puis tu vois, j'ai donné une idée, elle n'est pas suivie. » Bah, faut le dire dès le début. On n'acceptera pas forcément toutes les idées, mais en tous les cas, on va les analyser. Il faut être clair sur ces règles du jeu. Voilà. Il faut partager cet état d'esprit avec tout le monde. On est entre nous. Il y a des gens, ils vont être dans cet état d'esprit d'émulation créative et il y en a, ils vont tirer la jambe. C'est normal. Donc, petit à petit, il va falloir, au fur et à mesure, embarquer les gens et accepter l'idée que tout le monde ne sera pas en train d'être youpi, youpi, youp dès le début. Avancer pour ceux qui ont envie d'avancer et espérer ensuite que les gens, petit à petit, en voyant des résultats, en voyant que ça marche, ils bougent un peu, quoi. Donc, troisième item, démarche constante d'amélioration. Est-ce que chez vous, vous avez ça? Est-ce qu'on est dans cette logique? Pareil, de 1 à 10, je continue à avancer pour avoir le temps de répondre à toutes vos questions. Bien sûr qu'il y a toujours un frein entre les ambitions affichées et la réalité. Ça, c'est clair. Là, on est dans la logique de la symétrie des attentions, par exemple, pour être à 100% génial. Après, il y a ce qui nous rattrape, c'est ce qu'on appelle le principe de réalité. Donc, je ne crois plus non plus à la fée clochette, hélas. Mais en tous les cas, on peut tendre vers et améliorer la copie, même si ce n'est pas la perfection. Et ça, vous voyez, dans les règles du jeu avec l'équipe, il faut le dire. On va se planter, il y a des trucs qui ne vont pas marcher, tout ne sera pas génial, on va remettre en cause, on va peut-être faire, défaire. Moi, je disais à mes collaborateurs, on va s'habiller en marchant, voire même en courant. Et puis, des fois, on aura mis quelque chose et on va l'enlever parce qu'on va se rendre compte que ça ne marche pas. Et cet état d'esprit, il faut vraiment le mettre dans la logique de l'état d'esprit à inculquer aux gens. Un point très important, je continue, j'accélère pour qu'on puisse échanger. Un point sur lequel j'interviens énormément dans les organisations, c'est apprendre aux managers à lâcher le contrôle. Parce que vous voyez bien tout ce que je viens de dire, ça veut dire que les postures managériales, entre guillemets, désuètes, de je contrôle. Vous savez qui a dit quand même, vous savez, le contrôle, non, la confiance n'exclut pas le contrôle. Combien de fois j'ai entendu ça dans les coachings, dans les formations, dans les accompagnements? C'est quand même Lénine, hein, bravo, hein, un modèle d'ouverture d'esprit. Hein. Bon, donc lâcher le contrôle, c'est aussi apprendre à se faire confiance. D'accord? Se faire confiance. En fait, je fais beaucoup de coaching de dirigeants et de managers et on s'aperçoit que ceux qui sont énormément dans le contrôle, c'est parce qu'en gros, ils ne sont pas bien avec eux-mêmes et qu'ils ont peur de se faire déborder, de ne pas être au courant, quoi. Voilà. Être transparent, avoir un discours de vérité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout dire tout le temps à tout le monde en live, mais en tous les cas, ce que je dis, ça doit être un discours de vérité et je peux tout à fait dire à des collaborateurs, à des agents, en ce moment, je ne peux pas communiquer parce que je ne peux pas, je n'ai pas cette opportunité-là, ce temps où je n'ai pas le droit de communiquer parce que des fois, il se passe des choses où effectivement, on peut pas tout dire, mais leur dire dès que je pourrai, je vous donnerai les informations. D'accord? Donc, c'est ça, avoir un discours de cohérence. Quand on est manager, quand on est RH, voire même quand on est donc un agent, on voit autour de soi, sans que ce soit notre manager, des gens qui ont une forme de leadership naturel. Eh bien, ceux-là, il faut les faire émerger et s'appuyer sur eux parce qu'ils vont forcément emporter quelques collaborateurs, emporter des foules et il faut savoir les identifier. Ce n'est pas une question de hiérarchie, mais plus de posture de leadership naturel. Ce que je trouve intéressant aussi et que je pratique pas mal auprès des managers, c'est leur faire faire des 360 degrés, c'est-à-dire leur faire prendre conscience de comment ils fonctionnent et que pensent d'eux aussi leurs agents et que pensent d'eux peut-être des usagers, enfin, et que pensent d'eux leurs managers. Et moi, je fais faire ce qu'on appelle des 360 pour que moi, manager, je vois comment je me perçois et comment les autres autour de moi me perçoivent et de partager les résultats pour pouvoir travailler et améliorer sa posture managériale. Donc vraiment, pour moi, il y a un gros travail de changement de posture. Le monde a changé, les valeurs associées au travail ont changé, le télétravail a changé la donne
Pour tous les gens qui étaient énormément dans le contrôle, bah là, de fait, les gens sont en tongs chez eux en train de travailler avec des gosses à côté. Moi, j'ai quand même un manager qui m'a dit le télétravail, ouais, c'est plus la télé que le travail. Bravo, well play. Lui, vous voyez, il a encore du boulot, quoi. Donc, il y a quelqu'un qui m'a parlé aussi de télétransat pour TT. C'est pas télétravail, c'est télétransat. Donc, vous voyez, il y a des gens qui sont persuadés que les gens ne bossent pas quand ils sont en télétravail. Donc, le lâcher le contrôle, c'est un enjeu managérial pour arriver à la symétrie des attentions. Donc, même question, de 1 à 10, chez vous, est-ce que vous trouvez que les managers ont su lâcher le contrôle, quoi? Voilà. Ouais. Je regarde en même temps, pendant que vous remplissez, l'exemplarité, je vais en parler, la transparence, ouais, le droit à la déconnexion. Oui. Alors là, je suis vraiment d'accord avec vous, Jean-Philippe. Moi, parfois, je travaille le week-end, mais je mets mes mails en brouillon et j'essaye d'être cohérente avec ce que je demande aux gens avec lesquels je bosse. Je vais revenir là-dessus. Donc voilà, le travail sur le lâcher le contrôle des managers, mais j'ai énormément d'interventions là-dessus. Alors, j'accélère pour voir les 2 derniers points et puis vous laisser la possibilité de répondre, de me poser des questions. Mettre en place une dynamique de critique positive. Si je veux que finalement, l'usager, au final, il soit le plus satisfait possible, que les agents se sentent bien, ça veut dire que moi, manager, RH, voire même avec mon collègue, j'accepte la critique. J'accepte la critique positive. Je la vis comme un cadeau. On me dit ce que je peux améliorer. Vous n'allez pas manquer de faire ça à la fin de cet échange. Voilà. Et ben, prenez-le comme un cadeau pour être nous aussi, à titre personnel, dans une logique de construction positive tout le temps. Et ça veut dire qu'il faut oser poser des questions au plus haut niveau hiérarchique. C'est pas parce que c'est le big boss que je ne peux pas lui poser des questions ou lui mettre les doigts sur des incohérences que je comprends pas. Donc, ça veut dire qu'à chaque demande d'un agent est donnée une réponse. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec lui sur tout, mais en tous les cas, on lui donne une réponse. Ça veut dire aussi que chaque critique est une opportunité de développement et est à mener comme telle. Ça veut dire aussi que très souvent, dans les organisations, j'accompagne aussi tous les collaborateurs à apprendre à avoir une communication assertive, c'est-à-dire apprendre à dire les choses aussi à son supérieur, à son collègue, mais de façon correcte. Bienveillance, exigence et respect en même temps. Et ben, je peux vous dire que les collaborateurs ont aussi parfois besoin d'apprendre à faire ça. Donc, j'interviens aussi dans cette logique-là. Donc là, c'est le 5e point. Oui, parfois, ça peut être les strates intermédiaires. C'est valable à tous les niveaux. Moi, j'ai donné quelques exemples, mais la parole, elle doit être libérée et la logique de critique positive, elle doit se distiller à tous les niveaux. Et il doit y avoir une sorte de viralité positive à réussir à prendre cette critique. Est-ce que vous diriez que, pareil, dans votre organisation, toujours ma petite grenouille, est-ce que de 1 à 10, vous diriez que chez vous, il y a cette critique positive, cette dynamique de critique positive qui est acceptée? Voilà. 0, ah bah d'accord. 3, 2, vous voyez, et ça doit être à tous les niveaux, tous les niveaux. C'est comme ça que les équipes sont les plus performantes. Donc, vous voyez, ça varie complètement et ça va m'amener tout naturellement sur mon visuel préféré de mon slideshow. Mon lion qui est tellement beau, je disais souvent en rigolant que pour briller, bah, faut montrer l'exemple, hein, n'est-ce pas? Donc, l'exemplarité, ça a été cité tout à l'heure. Ça veut dire que les managers, les RH, les plus hauts niveaux des organisations ont intérêt à être exemplaires parce que sinon, ça a beaucoup de mal à fonctionner. Ça ne veut pas dire que moi, agent, je ne peux rien faire pour pousser, mais c'est sûr que tout le monde a intérêt à être exemplaire. Ça veut dire qu'il faut dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit. Et d'ailleurs, très souvent, je rajoute et dire ce que l'on ne va pas faire. Je m'explique. Par exemple, je suis manager. Je souhaite qu'il y ait un travail en mode projet, en mode collaboratif pour améliorer, je sais pas, l'accueil des usagers, par exemple. Eh ben, il faut absolument que je dise aussi à mes agents que ce n'est pas moi qui vais prendre le lead sur ce projet, ce n'est pas moi qui vais organiser les réunions. Moi, je vais juste leur donner peut-être ma deadline qui est, je ne sais pas, fin juin, et je vais leur dire, vous organisez entre vous, donc ne comptez pas sur moi pour m'occuper de ça. Je me suis rendu compte que quand tu faisais ça, tu libérais les énergies et tu donnais la possibilité aux gens d'être dans l'initiative, parce que parfois,
Si juste avant moi, il y a eu un manager qui était très cadrant, ils ne vont pas s'autoriser à organiser un groupe projet sur le sujet. Ça va, je suis claire dans ce que je dis là. Voilà. Donc, ça veut dire quand je suis exemplaire, je dois savoir me remettre en question, je dois prendre mes responsabilités de mes échecs, de ce qui a marché, pas marché, mais sans non plus se flageller en permanence, quoi. D'accord? L'idée, c'est vraiment de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a à apprendre là-dedans? Comment je peux améliorer les choses? Et vraiment, il y a un travail, encore une fois, sur la posture managériale là-dessus et à tous les niveaux. Parce que tu as des collaborateurs, parfois, ils ne supportent pas une remarque ni de leur manager, ni de leurs collègues, ni d'un usager en disant, mais attends, je connais mon métier, quoi. Et je crois que ce qui doit être le leitmotiv là-dedans, vous avez vu, j'ai remis les petits cœurs là, accrochés sur des épingles à linge, c'est avoir toujours en tête la qualité de la relation avec les agents pour avoir une bonne relation avec les usagers. Ça ne veut pas dire tout accepter, mais se dire, même s'il y a un conflit, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, je favorise toujours la communication et l'échange. Voilà. Et j'ai mis aussi, j'adore ce visuel, hein, c'est mettre de côté les préjugés, rester factuel. Moi, je vous parie que c'est la femme qui va gagner dans ce bras de fer. On ne sait pas, c'est possible. Moi, j'attends de voir le résultat. Là, l'image ne nous le dit pas, mais peut-être que c'est elle. Donc, attention aux a priori. On se dit, attends, il va forcément gagner largement. Eh bien, pas forcément ça, quoi. Pas forcément ça. Donc, essayez, faites pas des paris dingues, soyez persuadés que ce qui compte, c'est d'expérimenter, d'être dans une logique de test and learn, hein, comme on dit, j'expérimente en marchant. Et puis, je suis exemplaire, la puissance du sourire, oui. RH, manager, collaborateur, souriez, ça fait mieux passer les échecs et ça crée une dynamique positive et les gens, ils sont plus enthousiastes, quoi. J'ai managé énormément de gens et je me rends compte que, voilà, quand tu sais donner aussi de l'énergie et du sourire, les gens, ils te le rendent, ils sont emportés, ils expérimentent. Tu t'autorises toi-même le droit à l'échec pour être exemplaire et comme ça va libérer les gens qui vont aussi oser. « Ah, si le chef a osé, moi aussi, quoi. » Donc voilà, même chose, être exemplaire de 1 à 10, est-ce que vous diriez que vos managers, les services RH sont aussi exemplaires dans leur posture? Et puis maintenant, après ce marathon, je suis vraiment dans l'échange avec vous pour revenir aussi au maximum sur toutes vos questions et voilà, et échanger. Et je vais couper du coup mon diapo pour vous permettre aussi de prendre la parole et que je puisse préciser certains points. Parce que j'ai été, pardonnez-moi, un peu rapide, mais je voulais vous présenter tous les concepts que vous pourrez retrouver. Et donc, maintenant, je suis toute à votre écoute pour répondre à vos questions. Vous Merci voyez beaucoup, Marie. l'exemplarité. Et voilà, je vois les points là, vous voyez, je vois du 3, je vois du 7, je vois du 2 aussi, je ne sais plus si c'était la même question. Mais en tous les cas, les notes sont très différentes. Bon, n'hésitez pas soit à mettre vos questions dans le chat, soit pour que ce soit encore plus interactif, à rallumer vos caméras et à lever la main. Je vais prendre un petit tour de parole et dès que vous avez une question à poser, je vous inviterai à rallumer votre micro pour qu'on puisse échanger directement avec Marie-Paul. Exactement. Venez échanger. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai parlé de ce livre blanc. Je vous ai mis aussi dans le support des livres qui expliquent bien le principe de symétrie des attentions, le management de la relation client. Mais encore une fois, vous ne braquez pas sur le mot client. C'est au sens très large du terme. Voilà. Je pensais à ça. Il y a un autre bouquin qui est très intéressant, qui est le management de l'expérience client. Voilà, qui explique aussi comment on doit se comporter avec des collaborateurs pour que derrière le client, l'usager, la personne en interne soit satisfaite. Enfin, il y a plein de choses sur le sujet. C'est vraiment un sujet qui se développe énormément actuellement et sur lequel je suis beaucoup, beaucoup sollicitée. Pour tout vous dire, au début, j'allais voir des clients et je leur disais, voilà, moi, je crois beaucoup au bien-être au travail, au fait qu'un collaborateur qui est bien, ça fonctionne mieux. Et puis moi, j'ai quelques clients qui m'ont dit, vous êtes gentils, hein, ici, c'est pas le monde des bisounours, donc atterrissez. Moi, ce que je veux, c'est réussir à avancer, à atteindre mes objectifs. Et ça marchait pas. Et maintenant, quand je leur dis, ce que vous voulez, c'est que finalement, vous arriviez à atteindre vos objectifs, du coup, ce qui fonctionne, c'est de bien traiter son collaborateur parce que ça a un effet
un levier puissant pour satisfaire l'usager, le client final, et ben, il m'écoute davantage. Vous voyez, c'est la même chose, mais je le dis différemment pour les embarquer. Je ne sais pas si j'ai été claire dans mon propos. Voilà, alors posez-moi toutes vos questions. Peut-être pour lancer le round de questions, moi j'en avais une suite à ton intervention et ça va faire le lien avec une question très pertinente qui était posée par Marie dans le chat. Est-ce que, Marie-Paul, toi tu vois des spécificités de ce concept de symétrie des attentions dans la fonction publique? Parce que c'est vrai qu'on a une posture qui est un peu particulière, qui est très souvent régalienne, une relation avec des usagers qui n'est pas celle de clients, mais qui est celle voilà, d'administrer, donc c'est des termes un peu particuliers. Et Marie disait dans le chat que finalement, le droit à l'erreur, par exemple, que tu citais, il est parfois difficile à intégrer dans l'administration et notamment auprès de certaines activités qui prennent une place importante dans l'administration et notamment des activités juridiques. Est-ce que pour toi, il y a des spécificités liées à l'environnement dans lequel va être pratiquée la symétrie des attentions? Et deux, questions liées, est-ce qu'il y a des activités dans lesquelles c'est plus difficile à mettre en place que d'autres? D'accord. Moi, je pense que la symétrie des attentions, ça fonctionne absolument partout. Et pour preuve, comme je vous l'ai dit, j'interviens pour le département des Yvelines, par exemple, où je suis intervenue sur des modules de comment envoyer des signes de reconnaissance aux agents parce qu'ils se plaignaient peut-être de ne pas en avoir suffisamment. Et quand tu es dans une administration, tu n'as pas forcément une augmentation de salaire liée à tes compétences parce que, bon, on sait comment ça se passe, la rémunération, que tu n'as pas forcément la promotion que tu souhaites, que voilà, ce n'est pas si évident que ça d'avoir des signes de reconnaissance, et ben, si tu n'es pas en plus dans l'attention humaine avec cet agent, que reste-t-il? Et vous voyez, je pense qu'il y a un enjeu que je n'ai pas évoqué aussi, pour moi, autour de la symétrie des attentions dans l'administration, il y a l'enjeu de la guerre des talents. Comment attirer les meilleurs? Peut-être qu'ils peuvent venir du privé, peut-être qu'ils peuvent venir d'autres services de l'administration. Qu'est-ce qui va donner envie aux gens de venir? D'attirer aussi les meilleurs profils et de leur donner envie de rester. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont beau être dans la fonction publique, qui choisissent de retourner dans le privé. J'ai quelques noms en tête de gens que je connais, parce que j'ai fait aussi du coaching de personnes au département, qui choisissent de revenir dans le privé parce qu'ils ne s'épanouissent pas non plus forcément tout le temps. Et peut-être que ce sont des pépites qui sont perdues. Donc pour moi, il y a l'enjeu de bien traiter ces agents, de bien traiter les collaborateurs. C'est valable dans le service public comme ailleurs. Comme ailleurs. D'autant plus qu'il n'y a pas le levier financier qu'on évoquait tout à l'heure. Enfin, le nombre de managers qui m'ont dit « Attends, moi, je ne peux pas augmenter comme je veux telle ou telle personne, je ne peux pas faire… » Enfin, voilà, il y a le côté régalien, les grilles. Donc, voilà. Donc, oui, envoyer du sucré pour bien traiter ses collaborateurs, pour qu'ils traitent bien aussi leurs usagers, quoi. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits autour de ça. Comment accueillir d'une façon globale et satisfaisante un usager et faire en sorte que tous les agents soient au courant de ce qui est mis en place pour accompagner Marie-Paul, qui par exemple est au RSA, qui suit des formations, qui fait un certain nombre de choses. Enfin, je vous donne l'exemple du département que je connais bien. Et comment on fait pour mieux accompagner cet usager aussi? Parce que de toute façon, voilà, il faut aussi le satisfaire, le remettre dans une énergie positive. Donc oui, pour moi, ça colle. Les uns et les autres, ce concept-là de symétrie des attentions, ça s'adapte à vous, selon vous, ou pas du tout? Dites-moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse. J'ai répondu, Marine? Oui, très bien, merci. C'est Brigitte qui nous dit que finalement, dans la sphère publique, le client, entre guillemets, est un peu plus captif par définition parce que sur beaucoup d'aspects, en fait, c'est le seul lien possible avec… Enfin, il n'y a pas de concurrence, entre guillemets. Est-ce que ça c'est susceptible d'influer sur la manière dont on met la symétrie des attentions en place? Je vais vous donner un exemple que je connais. C'est, vous voyez, moi j'ai beaucoup accompagné, j'ai fait du coaching aussi à des demandeurs d'emploi au RSA. Plus cette personne est correctement accompagnée, plus il se remet dans une énergie positive,
pour retrouver un emploi, pour suivre des formations, pour avoir confiance en lui. Et plus ça permet aussi à la collectivité de le remettre au travail. Donc, c'est gagnant-gagnant. Je traite bien l'usager, il a plus envie de retrouver un boulot. On sait très bien que quelqu'un qui est au RSA sur la durée, ça coûte de l'argent à la collectivité. Donc, je dois aussi bien le traiter, le responsabiliser, je dois être exemplaire dans ma communication avec lui, je dois le mettre dans un processus d'amélioration continue, je dois être dans la critique positive et constructive. Enfin, pour moi, ça fonctionne tout à fait, tout à fait. Parce que le but du jeu, là, dans l'exemple que j'ai donné, c'est qu'il puisse reprendre une activité normale et qu'il sorte du système. Donc, pour moi, c'est un client au sens noble du terme, hein. Voilà, vous voyez, pour moi, le mot client est un mot noble. Voilà, je le traite avec un maximum de considération. Voilà. Encore une question de Claire Ouais. sur le droit à l'erreur. Je sens que c'est un principe qui, dans l'administration, pose un certain nombre de questions parce que ça demande un changement de posture et ce, à tous les niveaux, souvent dans des organisations dans l'administration qui sont assez pyramidales. Est-ce que finalement, toi, tu as des bonnes pratiques ou comment les managers, dans leur posture, peuvent aussi assumer d'éventuelles erreurs qui sont commises par leurs collaborateurs? Oui. En fait, je crois qu'il y a une confusion des genres. Par exemple, j'ai accompagné un cabinet financier il n'y a pas très longtemps sur la posture managériale et donc le droit à l'erreur, lâcher le contrôle, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et là, ils me disent, écoutez, vous êtes gentil, Marie-Paul, mais nous, on est un cabinet financier, c'est très strict, c'est très comme ça, on ne peut pas avoir le droit à l'erreur, ça a des incidences très, très graves. Et les gens confondent, selon moi, le droit à l'erreur sur l'activité. Moi, je parle du droit à l'erreur sur la façon de communiquer, la façon de travailler ensemble, la façon d'oser mettre en place des groupes projets. Il y a une différence entre son activité et ses pratiques collaboratives ou ses pratiques managériales. Vous voyez la nuance? Donc, c'est de se dire, bien sûr, quand, je ne sais pas, je prends un exemple, tu fais un bilan, vaut mieux revoir et qu'il n'y ait pas d'erreur. Tu vas avoir des soucis, c'est sûr. Tu vas avoir des soucis parce que tu as la législation derrière, bien sûr. C'est pas là-dessus, c'est pas de ça dont je parle. Je parle du droit à l'erreur dans sa pratique, dans sa façon d'être, dans sa façon de travailler. Et tout ça, ça revient, il avait fallu choisir un angle sur la symétrie des attentions, mais moi je parle beaucoup le paradoxe de l'autonomie, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre. Et le cadre, c'est de se dire, où est-ce que j'ai envie qu'il y ait du droit à l'erreur? Où est-ce que le droit à l'erreur est autorisé? C'est dans les manières de travailler, pas forcément sur le travail. Et donc, les gens ont tendance à être binaires. C'est « Oh, je ne peux pas me tromper parce que mon métier est trop pointu, donc on n'a pas le droit à l'erreur. » Non, pour moi, la plus grande forme d'intelligence, c'est cette intelligence situationnelle. Donc voilà, il faut faire la nuance. Dites-moi si je ne suis pas claire là-dessus, mais vraiment, les pratiques managériales. Et alors, je n'irais avoir dit ça, hein, mais je le dis quand même. Il y a des pratiques managériales à revisiter et il y a des pratiques managériales qui, pour moi, dans certains domaines, sont obsolètes, quoi. C'est le 19e siècle, le 20e siècle au mieux, quoi. Donc, voilà, on doit travailler sur l'intelligence collective. Les nouvelles générations… j'ai écrit aussi un livre blanc, si ça vous intéresse, avec mes enfants et des copains de mes enfants. C'est les idées pour transformer l'entreprise avec les jeunes. C'est l'entreprise au sens large du terme. Je veux dire, travailler d'une façon autoritaire, un manager autoritaire aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre l'autorité. C'est pas la même chose, mais l'autoritarisme, c'est complètement dépassé, quoi. Donc, les pratiques managériales, le droit à l'erreur, on travaille collectivement, mais c'est la nouvelle donne, quoi. Enfin, pour moi, c'est un état de fait, hein. Voilà, donc, tu parlais de transformation. Il y a Marie qui nous pose comme question dans le chat, comment on fait justement pour distiller cette vision-là, ces leviers dans sa structure, dans son administration, comment on prend son bâton de pèlerin et du coup, quel que soit notre positionnement dans la structure, est-ce qu'il y a des manières de répandre la bonne parole, entre guillemets? Ouais, alors il y a deux choses. La première piste, là, ça ressemble à une révolution managériale. Là, je vois comment faire pour mettre tout ça en œuvre. Moi, je pense que
des cabinets comme le nôtre, nous sommes sollicités parce que le levier, c'est de se dire l'usager, comment je peux le satisfaire le plus vite possible, à moindre coût, pour voilà, que ça avance, parce qu'on a tous, vous avez des objectifs de plus en plus difficiles à atteindre. Donc, le bon levier, c'est de partir, selon moi, de l'usager. Ah, si on fait comme ça, qu'on retravaille comme ça, on va peut-être dans le processus gagner un mois ou je sais pas quoi, et ça va nous permettre d'économiser du temps, etc., et d'atteindre plus facilement nos objectifs. Moi, le conseil que je vous donne, c'est si vous voulez parler à vos managers et faire bouger les lignes, c'est de leur parler comme ça. Hein. Quel est le sujet qui intéresse le plus l'être humain? C'est lui et ses objectifs. Donc, pensez à ça. Voilà, c'est première chose. Et puis ensuite, comment on peut faire droit à l'essai, droit à l'expérimentation? Je ne sais pas, par exemple, Marie qui écrit ça, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'influence partout que vous n'en avez nulle part. Donc, toujours cette notion d'intelligence situationnelle. Réfléchissez où vous pouvez avoir une action. Par exemple, si vous êtes manager, je donne cet exemple. Vous avez des objectifs à atteindre. Vous avez le cadre de l'administration qui est assez strict. Bon, comment vous pouvez avoir une liberté d'action dans ce cadre assez strict? Donc, réfléchissez. Parfois, je montre un schéma qui est ma zone de contrôle, ce qui dépend de moi. C'est finalement la façon dont on communique, la façon dont on organise le travail, le type peut-être de réunion qu'on fait, le fait qu'on bosse en mode projet, les règles du jeu, tout ça, ça dépend de moi. En fait, quand tu es manager, tu te rends compte que ce qui dépend de toi, c'est la communication, les règles du jeu, une partie de l'organisation. En gros, c'est que ça. Hein. C'est pas super, mais c'est pour avoir été manager, c'est quand même la vraie vie. Donc, voilà ce qui dépend de toi. Et comment tu peux, dans cette petite bulle, mettre en place les quelques principes de symétrie des attentions. Moi, j'ai jamais eu un chef qui m'a dit clairement, Marie-Paul, dis donc, tu parles drôlement gentiment à tes collaborateurs, tu devrais arrêter de faire ça. Tant que je donne des résultats, tant que je livre les objectifs qu'il attend, j'ai plus de liberté dans mon cadre pour mettre en place le principe de la symétrie des attentions. Vous voyez, moi, je ne connaissais pas ce concept il y a encore peut-être, je ne sais pas, je le connais depuis, j'en sais rien, 7-8 ans, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais franchement, j'ai toujours mis ça en pratique quand j'étais manager, quoi. Parce que je me suis rendu compte que plus je donnais à mes collaborateurs de l'échange, du respect, plus j'avais des retours, quoi. Donc, oui, il faut trouver des alliés dans son cercle proche des collaborateurs, là, ce que dit Valérie. Vous voyez, je parlais dans le book, là, tout à l'heure, je vous parlais de repérer les leaderships naturels que vous avez dans votre équipe. Il y a des gens, ils sont leviers. Ils bénéficient d'une écoute de leurs collègues. Ces gens-là, il faut réussir à travailler avec eux. Il faut que vous soyez dans une logique de petits pas. Ne croyez pas que vous allez dire « Ah tiens, on va mettre en place le principe de la symétrie des attentions, on met tout à plat. » Non, mais vous allez faire peur. Hein. Vous voyez, il faut être dans une logique des petits pas. Vous commencez avec vos collaborateurs ou avec même des collègues. Même en étant collègue, on peut trouver un cercle avec lequel on bénéficie de cette viralité positive, de travailler comme ça en mode projet, en respect mutuel où chacun s'écoute et on est au service de l'usager final. Qui peut vous reprocher ça? N'oubliez jamais d'atteindre les objectifs qui sont demandés par votre service. Et tant que vous ferez ça, vous augmenterez votre zone d'influence et vous pouvez finalement diffuser davantage dans votre service. Je vous dis, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Moi, j'ai accompagné des organisations à mettre en place ce principe de symétrie des attentions, voire peut-être certains connaissent, on parle beaucoup d'entreprises libérées actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de management. Voilà, il y a des gens qui travaillent ensemble parce que le sens est donné et puis parce que tout le monde peut s'autogérer. Bon, on a encore du chemin à faire dans l'administration. Donc, vous voyez, mais même des boîtes qui veulent mettre ça en place, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Hein. Ce n'est pas vrai. Mais en tous les cas, tendez vers ça. Ce n'est pas parce que tout n'est pas possible que rien ne l'est. Et mon message clé aujourd'hui, c'est de vous dire dans toutes ces idées qu'on a partagées, qu'est-ce que vous pouvez mettre en pratique concrètement avec votre manager, avec des collègues, avec votre équipe, voilà. Si vous êtes dans les RH, qu'est-ce que vous pouvez distiller auprès des managers pour qu'ils soient dans ce sens, vous voyez?
C'est une Donc, bonne voilà. phrase de conclusion, Marie-Paul, j'ai l'impression. On arrive vers midi, on ne peut pas vous retenir trop longtemps. Merci beaucoup, Marie-Paul Le Gall, d'être intervenue sur ce sujet. Merci à tous et toutes d'avoir été présents pour ce tout premier aparté, pour la richesse des échanges et de vos questions. J'ai posté dans le chat le support de cette intervention et un lien vers lequel vous pourrez retrouver le livre blanc qu'évoquait Marie-Paul sur la symétrie des attentions. On va vous envoyer dans l'après-midi un petit questionnaire de satisfaction et on a vraiment besoin de votre aide pour continuer à évoluer ces formats et que ça colle un maximum à vos besoins, à vos envies. Et puis, la programmation des apartés se poursuit puisque la semaine prochaine, vendredi 5 juin à 11h, on abordera le sujet de la gamification, donc comment on peut intégrer le jeu dans ses pratiques professionnelles. Est-ce que c'est vraiment un gadget ou un vrai levier d'amélioration? Et on ouvre les inscriptions cet après-midi via le LinkedIn de la Fabrique RH. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et le replay de cet aparté sera évidemment disponible sur le YouTube de la Fabrique RH et sur notre site. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Marie-Paul, un dernier mot pour conclure l'aparté? Ouais, bah vraiment, merci à vous de m'avoir accueilli dans votre salle Zoom. Et puis, j'espère que j'ai ouvert quelques portes et je suis disponible. Vous avez mes coordonnées aussi si vous voulez en savoir plus ou aller voir mon blog. Enfin, voilà, c'est toujours un peu speed de faire passer des messages rapidement. Donc, j'espère que je vous ai donné en tous les cas quelques ouvertures. En tous les cas, j'ai bien aimé faire ça. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et voilà, la balle est dans votre camp maintenant, aux uns et aux autres. Merci à vous. Bye bye. À bientôt. Au plaisir. Merci.